Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la série MNHA at Home. Je vous propose ici de partir sur les traces d'une statue qui fut à la fois célèbre, détestée, moquée, détruite, rien que ça. Le tout grâce à une gravure réalisée au XVIe siècle par Philippe Gall. Elle appartient au cabinet des estampes du MNHA et elle est exposée au musée Drieschling. On y voit la statue d'un homme debout, en armure, foulant un personnage monstrueux à 2 têtes et 4 bras. Chacun d'eux tient un objet, parfois brisé. L'ensemble est posé sur un piédestal carré, lui-même au sommet de plusieurs marches. Les flancs du socle nous sont habilement présentés comme flottant dans les airs, afin que nous puissions en distinguer le contenu. Le graveur Philippe Gall s'affranchit ici du réalisme pour faciliter la lisibilité et au final notre compréhension du monument. La composition générale ainsi que les inscriptions ont été choisies par Benoît Arias Montanus, fameux théologien et philologue espagnol du XVIe siècle. Ces nombreuses inscriptions peuvent justement nous aider à comprendre autant ce qui est représenté que l'objectif poursuivi par le commanditaire. Érigé en l'honneur de Fernando Alvarez de Tolède, duc d'Elbe, gouverneur des Pays-Bas au nom de Philippe II d'Espagne, parce que, ayant éteint la révolte, chassé les rebelles, pris soin de la religion et pratiqué la justice, il a affermi la paix dans les provinces en serviteur très fidèle du roi le meilleur. L'homme debout est donc le duc d'Elbe. Nommé gouverneur général des Pays-Bas en 1567 par Philippe II, dont le royaume comprend l'Espagne, mais aussi les 10 Pays-Bas espagnols, très grossièrement l'actuel Benelux. Cette région est parfois représentée d'ailleurs sous la forme d'un lion stylisé sur d'anciennes cartes, le Leo Belgicus. À 60 ans, le duc d'Albe est au sommet de sa gloire, comme le prouve son bâton de commandement dans la main gauche et le prestigieux ordre de la Toison d'Or qui pend à son cou, reposant sur son plastron. Il se voit confier 2 missions principales. Il lui faut ramener la population en partie protestante dans le giron de l'Église catholique, comme on peut le lire en latin sur la face du socle, pietas Deo Patrum Nostrorum, autrement dit piété au Dieu de nos pères. Il doit aussi faire revenir la paix d'une manière générale menacée par les émeutes, qui quand elles ne concernent pas la religion, impliquent bien souvent des impôts jugés trop élevés ou des soldats trop prompts au pillage. Ce but de pacification est évoqué en grec, alexikakos os, ou l'aube qui écarte les maux. Les mots sont évidemment les émeutes, mais l'aube, c'est une référence directe au gouverneur général, puisque albe ou alba en espagnol signifie aube. Autant dire que faire ériger cette statue dans ce contexte passe pour un acte d'autopromotion. Oh, bien sûr, c'est aussi le geste d'un amateur d'art, mais il ne faudrait pas négliger la dimension prestige social qui relève de ce genre de mécénat. Quand il se met en tête de commander cette statue, si importante à ses yeux, le duc d'Albe va chercher logiquement un des meilleurs artisans de l'époque. Ce sera le sculpteur Jacques Jongelink, comme on peut le lire sur la gravure. Inaugurée à Anvers en 1571 et coulée en bronze, la statue seule fait plus de 2,65 m. Une prouesse au XVIe siècle. Il faudra 2 ans de travail et le métal de 6 canons récupérés à l'ennemi, détail que l'on n'oublie pas d'ajouter à la pièce elle-même. Autant œuvre d'art qu'outil de propagande, l'image de la statue que nous voyons actuellement est rapidement gravée par Philippe Gall. Il va vite circuler. C'est la grande force de la technique de l'estampe que de pouvoir, à partir d'une matrice unique, être imprimé rapidement en de multiples exemplaires. Avec les presses, les textes se diffusent largement, mais aussi les images, avec les risques bien connus de nos jours. En effet, cette diffusion massive aurait pu être bénéfique pour le duc d'Albe, si seulement son orgueil démesuré n'avait pas sauté aux yeux et entraîné de nombreuses moqueries et des détournements, dont des caricatures où il est transformé en ogre dévoreur. Détournement d'images, rumeurs, mauvaise maîtrise de la communication, cela ne date pas de l'invention d'Internet ou des réseaux sociaux modernes. Le bronze sera déboulonné, puis fondu par le gouverneur suivant, à moins qu'il n'ait été détruit par la population d'Anvers, comme le rapportent les légendes. Quoi qu'il en soit, la gravure de Philippe Gall demeure un témoignage précieux des siècles après la disparition de la statue. J'espère que vous aurez apprécié découvrir l'histoire étonnante de cette statue du duc d'Albe et vous replonger un peu dans le contexte historique au passage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous souhaite bon courage en attendant d'avoir le plaisir de vous retrouver en visite.